l'épopée des Belges de la brigade Piron au service de la victoire alliée. Le chef d'état-major l'a promis, ce sera le dernier Noël de guerre. Le dernier sursaut de la bête, une pluie de bombes volantes s'abat sur Anvers et Liège. « 16 décembre 1944. Offensive allemande en Ardennes, le nazi revient. Dans un sursaut désespéré, ses tigres, ses canons, ses avions, tout se rue sur la Belgique. Et dans le ciel contre Liège, ce sont les bombes et les robots. Les robots, les V1 grondent. Mon Dieu, c'est donc ça qui est tombé sur le cinéma à Anvers? Une V2 tombée en Belgique est aujourd'hui entre les mains des savants alliés qui en étudient le mécanisme. Le principe, on le savait déjà, est celui de la fusée à réaction. La déflagration d'un mélange gazeux provoqué dans un propulseur a pour résultat un violent dégagement de gaz qui chasse l'engin à une vitesse dépassant celle du son. Au moins les V1, on les entendait venir. Celle-ci tue n'importe quand, sans prévenir. C'est incroyable. Juin 1944, les Alliés ont débarqué en Normandie. Hitler ordonne l'entrée en action immédiate des Vergeltungswaffen, les armes de représailles. Le Reich brûle ses dernières cartouches et le 13 juin, les premières bombes volantes perforent la banlieue de Londres. Les premiers prototypes de V1 ont fait leurs preuves il y a plus d'un an, à Peenemünde. Mais la production en série n'a été lancée qu'en mars 1944 dans les usines souterraines de Dora, creusées dans un climat d'horreur par des milliers de prisonniers de guerre. Sur un poids total de 2 tonnes, le V1 emporte 1 tonne d'explosifs à une vitesse de 500 km/h. Le bruit de mobilette suivi d'une chute silencieuse terrorise la population. Mais la trajectoire rectiligne du V1 le rend vulnérable. En 10 mois d'attaque, les batteries et les chasseurs chargés de protéger Londres ou Anvers intercepteront les 2 tiers des 16 000 V1 tirés depuis les rampes mobiles cachées dans le Pas-de-Calais ou la Hollande. À l'inverse du V1, la fusée V2 est indétectable. Les savants allemands l'ont conçue bien avant la guerre et son premier tir réussi date d'octobre 1942. Sa masse de 13 tonnes lancée à partir d'une station mobile atteint la vitesse du son en 30 secondes. Les Alliés connaissent l'existence de la fusée, mais ils ne peuvent rien contre elle une fois en vol. Le V2 grimpe à plus de 50 km d'altitude avant de plonger sur sa cible à 3500 km/h. Le guidage électronique accentue la précision du V2 et les dégâts sont infiniment plus lourds comparés à ceux d'un V1. Les premiers V2 sont lancés le 8 septembre à partir des Ardennes belges, vers Paris d'abord, Londres ensuite. À cette date, les Allemands disposent d'une réserve de 2000 fusées construites, mais aussi partiellement sabotées par les prisonniers de Dora. Londres restera la cible quasi unique des armes secrètes d'Hitler pendant 1 mois. Les projets de contre-offensive des Ardennes et de reconquête d'Anvers marqueront un changement de cap. Quand le premier V1 est tombé, on a entendu une grosse explosion. On croyait qu'une station d'essence avait sauté. On ne savait même pas que c'était un V1. C'est un Anglais sur place qui a ramassé un morceau de métal et qui a dit « Tiens, this is a V1 ». On n'avait jamais entendu parler de ce mot.
2 victimes rue des Peintres, 14 autres près de l'abattoir, la première journée sera dramatique. Il y en aura 175 autres. Les habitants de la ville et de la grande banlieue vont apprendre à vivre avec cette menace permanente. Je travaillais à la commune, jeune employé à la commune de Mortsel. Quand il y avait une alerte, on se cachait dans les caves. Mais quand on n'avait plus le temps, quand on entendait par exemple arriver un V1, qu'on entendait le moteur qui s'arrêtait, qui tombait, et qu'on n'avait plus le temps d'aller dans la cave, on se cachait dans nos armoires pour les habits. C'était des armoires en fer, des longues armoires en fer. Au-dessus, on mettait son chapeau et ses vestons, et on se cachait, on fermait la porte pour être plus ou moins à l'abri, quoi, si jamais un de ces V1 serait tombé dans les environs. C'était la seule façon de se protéger, quoi. Et à la maison aussi, ce n'était pas nécessairement dans la cave qu'on se précipitait. Oh non. On se précipitait le plus en dessous des tables. Ça, c'est très curieux. En dessous des tables, ou bien, mais ça, moi, je l'ai presque jamais fait, en dessous d'un escalier. Regardez seulement, après un bombardement, presque toujours, les escaliers sont restés le plus longtemps. Ça, c'était un point de repère, un point qui était le plus sûr de toujours. Depuis sa libération, Anvers dispose de quelques batteries anti-aériennes. Après les premières attaques, le groupe anti-V1, une troupe forte de 20 000 hommes, déploie à l'extérieur de la ville un impressionnant cordon protecteur. Le dispositif défensif est orienté vers le nord et le nord-est, vers les rampes de lancement installées sur les côtes hollandaises et en Allemagne. Il y avait dans le sous-sol d'un grand hôtel de maître à Anvers une carte géante d'Anvers et de toute la région environnante. Sur cette carte était renseigné donc l'emplacement de toutes les batteries. Et dès que le radar détectait l'approche d'un V1, on pointait sur la carte l'endroit où on l'avait repéré. Puis il suffisait qu'un autre radar retrouve le V1, disons 2 km plus loin. On resituait le point sur la carte géante. Et comme ces engins, il n'était pas possible de les diriger une fois qu'ils étaient lancés, il suffisait de tracer une droite entre les 2 premiers points où on les avait repérés. On savait fatalement qu'ils allaient continuer le long de cette ligne de droite. Donc, on pouvait prévenir par téléphone les batteries qui étaient plus loin, longtemps avant qu'ils n'arrivent dans la périphérie d'Anvers. Après un mois d'expérience, les batteries détectent et neutralisent déjà plus de 50% des V1. C'est inespéré et malgré tout insuffisant. Les bombes volantes continuent de frapper la ville et l'agglomération. Personne n'est à l'abri du hasard. Mais en principe, je menais une vie apparemment calme et douce à Saint-Nicolas-Ouest, qui n'est quand même pas à côté d'Anvers. Mais ça n'a pas empêché que j'ai vu un V1 qui avait dévié de sa route, qui est tombé sur la ville et qui y a fait 13 morts, parmi des civils. Anvers ne sombre pas dans le découragement, le sentiment de liberté l'emporte malgré tout. Et puis la défense passive s'est renforcée. Aux côtés des pompiers et de la Croix-Rouge, un groupe de jeunes se fait rapidement remarquer. Il était composé de 300 garçons à peu près à l'époque. Au départ, donc, ceux qui s'étaient engagés, c'était des estafettes, moins de 16 ans, de 16 à 18 brancardiers, à partir de 18 ambulanciers, secouristes. Et c'était un métier volontaire ou bien c'était un métier rémunéré? Ah non, c'est absolument volontaire. C'était un appel qui avait été fait au mouvement de jeunesse. Et c'était des scouts, des 6 scouts, des cadets et des membres du foyer. Les Anglais leur avaient donné un surnom. Oui, le Baby Corps.
Nous avions 3 véhicules, 3 ambulances prises aux Allemands d'ailleurs. On partait des fois à l'aveuglette dans la direction de la bombe ou de la fumée, enfin. On voyait et une fois arrivés dans les environs, les voisins, etc., nous indiquaient l'endroit. Et nous étions d'habitude les premiers sur place. Pour des jeunes de 16, 17, 18 ans, le spectacle devait quand même être assez effrayant. Oui. Absolument, on ne s'en est vraiment pas rendu compte à l'époque. On était tellement occupés qu'on ne se rendait pas compte de la gravité des faits. Je dirais même que le moral de ces garçons était un moral de fer. Il arrivait qu'en rentrant d'un sinistre, dans l'ambulance qui les reconduisait à la base, ils chantaient. Ça a été critiqué dans la presse même à un certain moment. Ils trouvaient que dans des circonstances aussi graves, ces jeunes étaient tout de même assez joyeux. Mais je crois que c'était une soupape. Et c'est ça qui a gardé le moral d'ailleurs. Est-ce que les jeunes avaient les moyens, je dirais, de se blinder contre les images qu'ils allaient rencontrer à ce moment-là? Oui. Oui, d'ailleurs, à part une seule bombe au fond, celle du carrefour de la place de Niers, où il y avait là 125 morts sur la rue, par terre, sur ce carrefour, en général, d'autres bombardements, même le Rex, où il y avait près de 600 morts, on ne voyait rien. C'était des amas de ruines et il fallait sortir un par un, c'est qu'on ne les voyait pas tous ensemble. Psychologiquement, le V2 qui souffle la place de Niers le 27 novembre a aussi fait mal. Anvers prend peur, c'est le temps des départs. Les gens qui ne supportaient plus ou qui avaient peur de ces bombes qui tombaient sur Mortsel des V1 et des V2, ils pouvaient s'évacuer. Et on recevait des cartes d'évacuation. Comme ça, les gens avaient une preuve qu'ils habitaient ici à Mortsel et qu'ils voulaient se mettre à l'abri quelque part en haut Pays Wallon, en Ixelles, où il n'y avait presque pas de bombes qui tombaient. Ceux qui n'étaient pas nécessaires à Anvers sont partis. Beaucoup de messieurs sont restés à leur travail, leurs épouses et les enfants sont partis à la campagne ou dans d'autres villes. Mais le port a continué à travailler. C'était très important parce que tout l'armement et le ravitaillement pour les armées qui avançaient vers l'Allemagne venait par Anvers à ce moment-là. Donc tout ça a continué à travailler, bien sûr. La réouverture du port d'Anvers et le surcroît de travail coïncident avec une augmentation des tirs ennemis. C'est en moyenne 20 V1 et 12 V2 qui explosent chaque jour. Plusieurs milliers de familles sont sans abri et pour contrer les envies d'évacuation, les autorités instaurent un stimulant au travail. Moi-même, j'ai reçu, pour mes prestations, si on ne veut pas dire comme ça, pour ne pas quitter son poste, on recevait Bibergeld. Biber qui veut dire trembler de peur, et on recevait ce Bibergeld. Oui, ça c'est exact. C'était un petit temps qu'on recevait, quoi, pour rester au travail. Pour rester au travail. On était, je dois dire, plutôt fataliste, je crois. On entendait tous les jours, tiens, qu'est-ce qui va t'arriver demain, qu'est-ce qui va t'arriver, est-ce qu'on vivra encore ce soir à cette nuit? Quand il y avait les week-ends, on tâchait d'aller dans les Flandres, par exemple, chez de la famille, on revenait le lundi matin. Mais on vivait dans une psychose de peur, bien entendu, mais comme je dis, on avait un réflexe assez vite, sauf qu'il peut, bien entendu. Il n'y a pas dans mon unité de militaires des servants de batterie qui étaient tués. Les seuls qui ont été tués étaient des gens qui avaient été un jour de permission au cinéma à Anvers. Pour distraire les soldats en permission et faire oublier leur quotidien aux familles anversoises, les cinémas ont repris la diffusion des films américains. Ce samedi 16 décembre, ils sont 1 millier dans la grande salle du Rex à suivre les actualités, puis à 15h23... Dans
le Rex, on avait une équipe qui était en congé cet après-midi-là et qui était allée voir Buffalo Bill. Cette équipe a été touchée. Il y a eu un des garçons tués, plusieurs blessés. Mais cette équipe a franchement été réduite à zéro en assistant à cette séance du Rex. Et alors, évidemment, qu'en temps de guerre, on ne sait pas retrouver un cercueil pour tous les gens qui meurent, parce qu'il y en a beaucoup trop. Alors, ils étaient cousus dans une couverture, et sur la couverture, on cousait la plaque matricule avec leur numéro d'ordre. Et alors, on creusait des tombes ici, ils sont alignés, au cimetière de, je crois que c'est de Villeray. C'était un très sale coup, d'abord pour nous, parce que nous avons sorti nos propres garçons, notre équipe qui y était, mais ça a été un très sale coup parce que je crois que toutes les familles anversoises avaient de la famille ou une connaissance ou des amis qui ont été pris dans le Rex. Des décombres du Rex, les secours dégagent 567 victimes, dont 296 soldats. Ce sera, et de loin, le bilan le plus meurtrier provoqué par un V2. Mais il ne clôt pas la période de terreur et chaque jour, de nouvelles plaies vont s'ouvrir dans Anvers. Malgré l'efficacité de la défense antiaérienne, les V1 et V2 prolongeront jusqu'à la fin du mois de mars les souffrances d'une population qui ne pouvait s'en remettre qu'au hasard. Le dernier V2 explose à Mortsel le 27 mars 1945 à 22h48. Ce qui est le plus tragique ici à Mortsel, c'est un V2 qui est tombé dans les périphéries, pas si loin également d'ici, à la chaussée d'Anvers, la rue Lieven-Gevaert et Deunenstraat. Et ces gens s'étaient combinés pour construire un bunker dans le jardin. Et le soir, ils se mettaient donc dans le bunker pour être protégés. Alors figurez-vous que c'est tout justement sur ce bunker que le dernier des V2 qui est tombé à Mortsel est tombé sur ce bunker. Il y avait 22 ou 23 donc, tués, morts. Ça, c'est la plus grande catastrophe que nous avons connue. Entre octobre 1944 et mars 1945, les chutes de V1 sur la région anversoise vont faire 4480 morts, dont 3750 civils. 15 000 familles perdront leur logement. L'idée soufflée à Hitler par le général Model est terriblement meurtrière. Mais les 6 000 bombes volantes lancées sur la Belgique feront quand même infiniment moins de victimes et de dégâts que les bombardements alliés sur les villes allemandes. Un seul raid sur Heilbronn, le 5 décembre, a fait plus de 7000 morts. Cela dit, Anvers ne sera pas la seule à servir de cible au V1 et au V2. Bruxelles, Tournai, Hasselt auront leur part, et surtout Liège, car l'objectif d'Hitler est de soutenir l'offensive von Rundstedt qui piétine en Ardennes. Le martyr de Liège fera l'objet d'un film de Robert Francotte et Paul Lévy, un film qui a ravivé les souvenirs d'Adi Anquet, ancien secrétaire de la Croix-Rouge liégeoise. Adi Anquet, en fait, depuis le début de la guerre, vous étiez dans la Croix-Rouge liégeoise. Mais j'y suis entré le 10 mai 40. Sentant que les Allemands arrivaient, je me suis dit, je suis une célibataire. Allons frapper à la porte de la Croix-Rouge, 6 rue Larchy, donnez votre voile et montez à l'hôpital Saint-Laurent. Ce que j'ai fait. Depuis le 10 mai 40, cet hôpital était géré par la Croix-Rouge de Belgique. Dr Mignol en étant président, il a beaucoup travaillé, reçu énormément de blessés. Et évidemment, au moment des bombardements, il a aussi eu les victimes des bombardements. Mais en novembre, une torpille est tombée sur la pharmacie et a tué des Américains et des Belges. Et ce V1 a rendu toute utilisation de l'hôpital Saint-Laurent impossible. Absolument.
J'avoue, quand on revient dans ces murs, on est vraiment assailli par tous les souvenirs de la guerre, par tous ceux qui y sont passés, qu'on ne reverra jamais. Au début de septembre 1944, on se dit les Alliés sont là et on est plein d'espoir. On était tellement dans l'euphorie de l'arrivée des Américains qu'on n'imaginait pas qu'il y avait des lendemains plus que redoutables. Enfin, le premier V1 au mois de novembre nous a bien vite appris la leçon. Sur la ville, plus de 1000 V1, sur la province, plus de 2100. Et cela entre le mois de novembre 1944 et le 3 février 1945. Aveugle, le robot happé. De nouvelles ruines, de nouveaux deuils, de nouvelles souffrances, le fascisme a parlé. Civils belges et soldats américains partagent les souffrances. Ensemble, ils sont plongés dans la bataille. Le combat à visage découvert effraie l'ennemi. Ils préfèrent le robot, la V1, le messager de la lâcheté. L'ennemi attaque, Liège résiste, Liège vit et tient bon. On devenait un petit peu plus malin à l'expérience, et ou bien on montait sur les toits, ou bien on allait près de la statue de Frère Orban, et là on regardait le ciel, on avait entendu ce gros V1 se déployer avec son roulement, puis tout d'un coup il s'immobilisait, on regardait le temps entre le bruit et la lumière, on rapportait ça sur le plan de Liège avec un mètre, et on avait vu la direction, et presque toujours on partait au bon endroit. Les Liégeois refusent de quitter leur ville. Plutôt mourir ici que vivre loin. Ce sont les derniers mois qui seront les plus durs, on le sait. Mais maintenant, quoi qu'il arrive, après que 4 ans on a vécu sous l'ennemi, quoi qu'il arrive, il faut tenir. Quoi que l'on invente, quoi que le Boche invente, il faut tenir le dernier quart d'heure. On ne meurt pas si près du but. On ne s'improvisait pas toujours secouriste, mais chacun faisait ce qu'il pouvait. Et entre autres, des équipes de mineurs nous aidaient à déblayer. Ils ont eu un courage formidable. Et la population, elle était extraordinaire. À 2 heures du matin, alors que nous avions été relever les blessés, ramener les morts, j'ai vu les Liégeoises, dans leur robe de chambre, balai à la main, balayer tous les éclats de verre. Et immédiatement mettre aux fenêtres des morceaux de linoléum ou les vieilles tôles. Et voici l'hôpital de Bavière, mais les hôpitaux étaient surchargés. Il y eut tant d'enfants blessés, tant de vieillards, qu'il y eut des trains d'évacuation. Des centaines d'enfants, des centaines de vieillards furent transférés dans des villes plus calmes de la Belgique. Les enfants sont meurtris par le feu du ciel, mais leur sourire contient tout l'espoir de la ville. Les V1 meurtrissent la chair, mais aussi la terre de Liège. Dans les ruines, pourtant, on tient bon. Au milieu des décombres, parfois, au royaume de la mort, une fumée, un mince filet qui annonce la vie. La vie qui ne veut pas abdiquer. La vie qui s'est recroquevillée, mais qui continue, à peine ralentie. Ici, dans cette cave, comme dans des milliers d'autres caves, où on espère, où on travaille, où on vit quand même. Il y a eu parfois jusqu'à 40 sorties en une journée. Et entre autres, le 24 décembre, alors que nous pensions
qu'il y aurait arrêt, c'était le comble. Il y avait en face, dans la rue d'Archy, aussi une maison qui avait été offerte à la Croix-Rouge. Le père Léonard, qui faisait partie des secours, il disait la messe de minuit. On était peut-être 40, mais à la fin de la messe, il n'y avait plus personne. Toutes les équipes étaient parties, tant on avait été sollicités par les V1. Et les gens ont passé la Noël dans leur cave, alors? Ah oui, bien sûr, dans leur cave. Et la grande fureur, c'est quand le 25 décembre ou le 1er janvier, quelques-uns étaient allés à Bruxelles et rentraient en disant « on danse à Bruxelles », c'était vraiment incroyable pour nous. Et le plus grave, quand un V1 tombait et que l'équipe de secours était sur les lieux, c'était le second V1 qui s'immobilisait et on avait l'impression, après tout ce qu'on avait fait, qu'il allait retomber sur nous. Et puis ces V1 peuvent gronder, ce n'est pas Hitler qui empêchera nos Liégeois de faire leur partie de couillons. Et dans les caves, dans les abris, c'est l'optimisme. C'est l'optimisme malgré tout. C'est l'optimisme malgré la veille et malgré le lendemain et malgré la nuit qui vient. C'est l'optimisme malgré la menace. Que gardez-vous comme souvenir essentiel de cette période? Plein de souvenirs, je crois que je peux en remplir la moitié de ma vie, des souvenirs de l'extraordinaire détachement de chacun par rapport à sa vie, de l'extraordinaire dévouement et de l'amitié qui a uni les gens de tous bords, de toute opinion, des travailleurs, des directeurs généraux, des prêtres, des médecins. Tout le monde a travaillé vraiment dans une unité parfaite et dans une grande amitié. 2000 V1 en un mois, jusqu'à 90 en un seul jour. Pratiquement la ville est sans aucune défense contre la mort. Mais pourtant, il faut continuer à vivre, à travailler, à dormir. Il faut se reposer, car la tension nerveuse sera grande demain pendant le jour, quand il faudra courir à l'abri et se boucher les oreilles lorsque grondera la V1. Il faut se reposer et dormir. La Belgique libérée trouve les nouvelles voies de la paix. Le 28 décembre entre en vigueur le nouveau système de sécurité sociale pour tous les salariés. L'ONSS est né. La vie politique reprend aussi avec un programme de rénovation nationale publié par le Parti catholique. Ce sera la base du manifeste du futur Parti social-chrétien, le PSC. Et pourtant, dans l'est du pays, les combats font toujours rage, même si l'offensive allemande est d'ores et déjà un échec. On ne se bat d'ailleurs pas qu'en Ardennes, en Sarre, aux Pays-Bas, dans les Balkans, en Hongrie, en Italie, dans le Pacifique, en Birmanie, des hommes tombent à chaque minute qui passe. La guerre civile fait rage en Grèce. La Pologne a 2 gouvernements. Étrange et triste Noël. Cependant, l'espoir continue de briller. Le général Eisenhower a promis à ses soldats que ce serait le dernier Noël de guerre. A meeting at the war front. General Eisenhower takes this dramatic way of sending a Christmas message to Allied soldiers under his command, as well as to the folks back home. I've asked you men to meet me at this spot today so that I could be perfectly certain of saying Merry Christmas to one man, one sailor, one soldier, one airman from each of the United States, France, and the British Empire. Now I should like first to speak, let's say, to the American boys. We're a long ways from home, men, and we're not going to have any particularly joyous Christmas here. But since we're all together, it does give us a chance to send greetings to the folks at home. And I'm going to ask one of you men to send Christmas greetings to the people back in the United States. Which one of you will do it? I'd like to send it, Master. Merry Christmas to you all, and keep bumping that equipment across. And by the end of next year, we'll all be back together again.
And to the French soldiers, he says, Je ne parle pas français, mais voudriez-vous bien souhaiter de ma part à votre camarade et à votre noble et vaillant pays heureux Noël. You're alone here from Canada. Yes, sir. Well, it's up to you then to say Happy New Year to your people at home and my neighbors in the North American continent. Will you do that? I will, sir. And the boys over here, I send you a Merry Christmas. Sorry we didn't make it home this time, but we'll stay in the ball and be around the table with you next Christmas. And remember always that next Christmas will be a really merry one. Now, a Merry Christmas to all of you. Merry Christmas to you, sir. Mais pour la transmission des vœux, les lettres ne sont pas sur le point de céder la place. Les responsables du courrier militaire ont d'ailleurs mis au point un système ingénieux destiné à faciliter leur acheminement. On microfilme les missives. D'un côté, des sacs remplis de lettres, de l'autre, les sacs avec les mêmes lettres sous forme de film. À l'arrivée, la pellicule est développée et imprimée. Mais oui, il suffisait d'y penser. Important l'estomac quand il s'agit de maintenir le moral, et bon prétexte que ces fêtes de fin d'année pour rendre l'ordinaire plus appétissant. La dinde fait oublier, pour quelques heures, la tristounette ration de combat. Le spectacle de divertissement, les Américains connaissent. Il vient à point lui aussi pour maintenir le moral des troupes. Surtout dans le Pacifique, où les GIs savent que la guerre contre le Japon n'est pas près de se terminer. Hollywood est mis à contribution. But look who's here, Bob Hope. I just want you boys to see what you're fighting for, that's all. Then a jungle fighter shows Bob a trick. Now you grab his hair, Bob. Oh yeah? A grapefruit has more hair than that honeydew head. The boys love autographs of Francis Langford and Patty Thomas. Anybody care for an autograph? Autographs. Autograph, please. Yeah, they love autographs of Francis Langford and Patty Thomas. So Bob dots Kelowna's GI. À la veille de la Saint-Nicolas et de Noël, une campagne de solidarité s'est amorcée chez nous en faveur des enfants de Grande-Bretagne qui sont privés de jouets depuis le début de la guerre. Dans ce pays où les efforts de production sont réservés aux besoins de guerre, il n'est plus ni fabrique ni main-d'œuvre qui puisse travailler pour le Père Noël. En Belgique, par contre, certains industriels ont eu d'excellentes raisons, sous l'occupation ennemie, de développer une fabrication qui employait de la main-d'œuvre sans participer à l'effort de guerre. Les petits-enfants belges avaient souvent faim, hélas, mais ils avaient des jouets. Déjà 15 000 cadeaux ont été rassemblés à Bruxelles, et des milliers d'autres s'accumulent dans les écoles et les grands magasins. C'est bien. Disons que je n'aimais pas beaucoup le coup de pied aux fesses. J'étais encore jeune, mais on avait imprimé des tracts, et puis finalement on s'est fait vendre, bien sûr, comme beaucoup d'autres. Et j'ai été arrêté par la Gestapo pendant 4 ou 5 jours. Je m'en suis tiré. Mais alors après, mon père faisait de la résistance aussi. Et je lui ai demandé si je ne pouvais pas participer à son groupe. Et il m'a dit, pas question, parce que tu es un danger pour le groupe, attendu que tu as déjà été arrêté par la Gestapo, donc tu es dans le collimateur. Et là-dessus, j'ai pris la décision de partir en Angleterre. Voilà. « 1943, André Delal a 20 ans. Dès son arrivée en Grande-Bretagne, il s'engage dans les forces terrestres belges. Le premier bataillon d'infanterie rassemble des jeunes Belges venus du monde entier. Il a été fondé dès octobre 40 par le major Charles Cumont.
Mais tout au long de la guerre, ceux qui, comme André Delal, se sont évadés de Belgique pour participer au combat, viennent grossir ses rangs. À leur arrivée, ils doivent d'abord subir un sérieux interrogatoire de sécurité. Les Anglais redoutent les espions. J'ai été interrogé par un capitaine anglais qui parlait un français extrêmement châti. Et puis un jour, il m'a dit « Vous êtes un nameur, va me faire. » Vous voyez ma tête, hein? Parler wallon. Eh bien, puisque vous êtes un nameur, aux quatre coins, à gauche de Sardichin dans le rêve de Fier, c'est au pharmacien. Je dis non, un peu, c'est au marchand de Chapia. T'as de chance, ça me fait qu'il me dit c'est au marchand de Chapia. Oui, on était assez ébahis, mais c'était des officiers anglais qui, étaient très spécialisés et qui connaissaient un peu tous les coins. Depuis décembre 1940, tous les hommes de 19 à 35 ans ont été mobilisés par le gouvernement belge de Londres. Les appelés viennent des quatre coins du monde. Dans la First Belgian Brigade, on parle 33 langues différentes. Et je ferai peut-être une petite différence. Tous ceux qui se sont évadés, qui avaient donc connu l'occupation, étaient bien sûr plus motivés que ceux qui avaient été rappelés, qui étaient sur place. Hein. De reste, quand on a débarqué en Normandie, il y avait 90% du groupe qui était constitué par des évadés de Belgique. Hein. Ça se comprend d'ailleurs, hein, ça se conçoit. Et ceux qui étaient partis en 40, qui étaient en Angleterre ou ailleurs, au Canada ou aux États-Unis, ils n'avaient pas tellement souffert de la guerre. Hein. Tandis que ceux qui avaient, comme moi, connu l'occupation pendant un petit bout de temps, nous avions très bien compris ce que c'était et nous en avions assez de voir nos amis allemands continuer à nous botter les fesses. Hein. Il existait un excellent esprit parce qu'il y avait d'abord des échanges, on rencontrait des gens qui venaient un peu de partout et c'était très amusant. La voiture est presque finie. Oui, vraiment, donc on va sauter dans pas longtemps, on connaît des petites choses à faire. Tiens un peu ton pied de la ligne. Hey, omnisa! Trek je daar vult van alle sluiten? Don't you understand any bloody language? En décembre 1942, le colonel Jean Piron prend le commandement de la brigade qui ne porte pas encore son nom. Sa première mesure, envoyer tous les hommes en congé avant un entraînement impitoyable. C'est que le colonel a du caractère. Il est né en 1896 à Couvain. À 17 ans, il entre à l'école royale militaire. Pendant toute la Grande Guerre, il combat sur le front. Une guerre mondiale plus tard, il refuse la captivité et décide de suivre l'appel du gouvernement belge de Londres. Adoré par les uns, détesté par les autres, le colonel Piron ne laisse personne indifférent. Pour lui, un officier n'est bon que s'il est aventurier. Il est très agressif et oui, il était battant. Donc je suppose que c'est pour ça qu'on l'a appelé le lion. Le lion prend ses hommes en main. Il exige d'eux le maximum. Ils doivent se donner corps et âme. Tous les matins, on se farcissait une marche de 10 km rapide, comme disait Quick March, 500 mètres marcher, 500 mètres courir, puis de temps en temps une bonne petite marche de 40-50 km avec le barda. Mais on était jeunes. Mais depuis, je me suis dit que je ne marcherais plus autant. On nous tirait à balles réelles en face pour nous apprendre à nous protéger, à nous couvrir. Et il faut bien dire que les Anglais acceptaient 7% de pertes à l'entraînement. La première brigade s'entraîne dur. Elle est prête au combat. Mais le colonel Piron doit d'abord convaincre les Anglais. Il a fallu qu'il insiste beaucoup et il a dit je me fais fort de vous présenter une unité capable de combattre et qui entrera très bien dans votre dispositif militaire. Et effectivement, on a commencé à avoir un entraînement terrible, manœuvres, surmanœuvres, etc. Les militaires anglais préparaient toujours une bataille par des manœuvres chez eux. C'est ainsi que nous avons fait des manœuvres pour des batailles qui se sont passées en Afrique. Alors, nous avions des amis polonais qui étaient contre nous. Les Polonais, c'était des durs. Hein. Ou bien des régiments anglais. 1944, la First Belgian Brigade est opérationnelle.
2200 hommes et 500 véhicules forment un groupement très mobile, doté d'une grande puissance de feu. 3 compagnies motorisées indépendantes sont appuyées par une batterie d'artillerie. Un escadron d'autoblindés et une compagnie du génie complètent la brigade. Sa spécialité, les combats d'avant-garde. Mais au printemps 44, certains hommes s'entraînent déjà depuis 4 ans. Il y a un peu de déception, mais enfin, nous a expliqué que si nous avions débarqué le 6 juin, il ne serait plus resté grand-chose de la brigade. Il n'y a quand même que 2000 quand on a débarqué, donc compte tenu des pertes que nos amis anglais ont subies, il ne serait plus resté assez pour arriver jusqu'à Bruxelles en tout cas. Cependant, la brigade belge ne paie rien pour attendre. Vous allez entendre une déclaration du lieutenant-colonel Deveau, chef de cabinet du ministre de la Défense nationale. Les forces belges de Grande-Bretagne combattent en Normandie. Cette information, dans son laconisme, répond aux questions que tant de fois depuis le 6 juin, vous avez dû vous poser. Vous attendiez impatiemment que nos 3 couleurs, mêlées aux emblèmes de nos grands alliés, flottent sur les lieux mêmes où s'écrit une page de l'histoire du monde. Vous avez le droit d'être fiers. La brigade Piron débarquait. Et ma compagnie particulièrement ici, à Greil. La mer était, je me souviens, assez calme. On est arrivé ici, comme le tirant d'eau est assez bas, là on peut donc débarquer sans coup férir. Il n'y a pas une noyée, comme certains ont eu certaines marées. Hein. Alors là, nous avons subi notre baptême du feu. On était bombardés par les bombes de mortier 3 pouces, et même par des 88. C'est là que nous avons pris connaissance avec le fer et le feu. Depuis le 6 juin, le front n'a pas beaucoup progressé en Normandie. Les combats ont été longs et meurtriers, et la bataille de Falaise n'est pas encore achevée. La brigade belge monte en ligne à hauteur de Salnel, où les Allemands se sont incrustés. Elle fait partie du dispositif de la 6e division aéroportée, sous les ordres du major-général Gale. 17 août, 3 heures du matin, c'est le déclenchement de l'opération Paddle. Mission de la brigade belge, ouvrir la voie aux parachutistes de la 6e division, objectif le Havre. La brigade avance le long de la côte à partir de Salnel. Les obstacles sont de taille, le bocage normand et ses rivières, la Dive à Cabourg, la Touques qui sépare Deauville de Trouville et l'embouchure de la Seine avant le Havre. Les Belges couvrent l'aile gauche de la 6e division aéroportée. L'infanterie progresse de plage en plage, l'escadron d'autoblindés avance à l'intérieur des terres. Nous arrivions en troupe d'exploitation avec d'autres troupes pour rejoindre les parachutistes qui se trouvaient de l'autre côté de l'Orne, et c'est pareil qui avait constitué leur tête de pont. Nous devions rompre cette tête de pont et avancer vers Cabourg, vers le Havre, etc. Nous avions la mission de libérer toute la côte fleurie à partir de Salnel jusqu'à la Seine. Et puis après, nous étions censés participer avec les Alliés à la libération du Havre. Mission accomplie. La tête de pont est rompue, la guerre de mouvement est lancée, la brigade libère ville après ville, partout elle est accueillie en triomphe, mais l'avance est régulièrement ralentie par les rivières. Le génie a déjà construit un pont sur la Dive, mais à Deauville également, le pont a sauté. J'ai eu l'honneur et le plaisir d'être dans les premiers qui ont passé le pont, qui était alors démoli. Et on nous avait demandé de passer comme on pouvait, pas sur des échelles que les civils nous avaient procurées, pour aller détruire des mortiers sextuplés qui nous gênaient dans notre progression. L'infanterie passe sur les débris du pont. Le génie, aidé par la population, construit un bac pour passer les véhicules. Le 24 août au soir, la Touques est franchie et Trouville libérée. Ah ben ils ont appelé le pont, il est relié maintenant, le pont des Belges, voilà. Il y a une plaque commémorative.
Et il y a 2 des nôtres qui ont été tués là aussi. Deauville n'est pas la seule ville de Normandie à se souvenir des Belges. Tout au long de la côte fleurie, chaque ville ou village libéré par la brigade a voulu lui rendre hommage. À Salnel, le 5e peloton de la 2e compagnie s'était retranché dans cette ville-là. Les Belges ont écrit leur nom sur ce mur. Les propriétaires de la maison n'ont jamais effacé ce témoignage de la libération et l'ont même protégé par une vitre. C'est également à Salnel que la brigade a perdu son premier homme. Édouard Gérard était le plus jeune, il n'avait que 20 ans. Aujourd'hui encore, il repose en terre normande. Mais la brigade belge continue sur sa lancée. Le 25 août, à l'aube, la 3e unité motorisée entre à Honfleur. Les Belges ont enfoncé dans le front allemand une percée longue de 8 km. La vague alliée déferle à travers la France. Symboliquement, c'est une jeune réfugiée alsacienne qui exprime sa reconnaissance au colonel Piron. Et d'Honfleur, nous sommes arrivés sur la Seine, avons franchi la Seine sur un pont du génie. Il y a eu des combats assez durs parce que les Allemands, ils étaient très couverts par ce qu'il leur restait d'artillerie de mortier. Et je me rappelle que les tubes de 3 pouces de notre compagnie étaient rouges, tellement on n'arrivait pas de tirer. Le mouvement général est lancé. Le front allemand craque de partout. Paris est libéré. Les Allemands reculent à toute vitesse. Là, j'ai vu une colonne ici, complètement écrasée, avec des tas de cadavres. Ça sentait pas bon. La brigade s'approche du Havre, mais une surprise l'attend. Nous étions donc, nous, désignés pour le Havre. À ce moment-là, nous avons reçu des ordres de la division anglaise nous demandant de rejoindre la Welsh Guard, les blindés, pour marcher sur Bruxelles, ce qui évidemment nous a ravis. Les hommes de Piron roulent jour et nuit pour remonter la colonne alliée. Ils n'ont qu'une seule pensée, arriver le plus vite possible pour participer à la libération de la Belgique. Le 3 septembre, à 4h30 de l'après-midi, ils entrent dans le premier village belge. Ah bah écoutez, ça a été un effet fantastique parce qu'on est entré à Rongy. Nous nous prenaient pour des Anglais. Puis quand on leur disait qu'on était Belges, ça a été la folie furieuse. On a dû s'arrêter en route, je crois du côté de Soigny, où là on a dû un peu nettoyer quelques nids d'arrière-garde maintenant. Et alors on a continué, on est arrivé à Bruxelles, ça a été inoubliable. Nous avons eu 24 heures de permission pour notre famille. Et j'étais avec 3 copains, je crois. On est sortis de Gailly et on était portés, vraiment. On marchait pas, on le portait. On n'a pas touché de sol. On s'est retrouvés dans un bistrot avec une multitude de verres extraordinaire. Nous sommes partis de Bruxelles en catastrophe parce que le commandement nous a fait savoir qu'il fallait relancer le mouvement. Et là, nous sommes passés à Blopol sans trop bagarrer. On entrait d'un côté, les Allemands sortaient de l'autre. Et puis alors, nous sommes arrivés à Ectel. Là, à Ectel, on s'est battu. C'est bien. Et puis après Ectel, nous sommes passés à Bray. Et alors, nous sommes arrivés doucement sur la frontière hollandaise. L'offensive est relancée. À Bray, la brigade a réussi à franchir le canal. Mais à peine arrivée en Hollande, elle se heurte au canal de Wessem, défendu par des adversaires redoutables. Beaucoup de parachutistes. Il y avait des gens de la division Hermann Göring. C'était des durs, hein, des gens qui avaient été partout en Europe, qui avaient été en Crète, des parachutistes, etc. C'était des gens très aguerris. Et des combattants aguerris et difficiles. Mais notre mission était de faire la liaison entre les Américains qui se trouvaient à droite et les Anglais qui se trouvaient à gauche sur une distance d'à peu près 15 km, ce qui faisait une fameuse distance pour l'effectif dont nous disposions. Et c'est ainsi d'ailleurs que Piron a trouvé astucieux, je dois dire, de faire changer les compagnies de position pour faire beaucoup de bruit et faire croire aux Allemands que nous étions beaucoup plus nombreux. Ça a très bien fonctionné. Nous avons eu une patrouille de combat de 100 personnes qui est venue essayer de voir ce qui se passait chez nous. Nous avons pu les coincer.
C'est pendant cette longue bataille des canaux que le prince régent vient féliciter et encourager les hommes de Piron. Au 17 novembre 1944, la brigade est finalement relevée. À Louvain, après un repos bien mérité, de nouveaux volontaires viennent renforcer ses rangs. Après réorganisation, les compagnies deviennent des bataillons. En avril 1945, la brigade Piron remonte en ligne. C'est sa deuxième campagne de Hollande. Le bataillon d'André Delal est envoyé sur le canal de la Meuse. Il est cantonné à Capelle et tient le front à quelques kilomètres de là, coincé entre deux bras de la Meuse. Notre bataillon va se trouver ici, tout le long de cette digue, d'ici jusqu'à bien loin de l'autre côté là-bas. Mais c'est vraiment sur cette digue. Il n'y avait plus beaucoup, donc la Meuse avait débordé, la vieille Meuse aussi, de sorte qu'il y avait de l'eau devant et derrière. Et notre génie avait lancé des passerelles pour nous permettre d'arriver jusqu'aux positions ici dans la digue. En Normandie, c'était la guerre de mouvement, mais là, ça a été la guerre statique, c'était pratiquement la guerre de tranchées. Tous les soirs, il y avait comme un rite, un échange de tirs des deux côtés de la Meuse. Et d'autre part, ils avaient tiré des obus à shrapnel un peu plus loin là-bas. Donc c'était quand même une unité qui était fonctionnelle. Au contraire, notre état-major a pensé qu'il n'y avait plus personne. Fort de cette conviction, l'état-major du 2e bataillon envoie une patrouille sur l'autre rive. André Delal n'oubliera jamais ce 22 avril 1945. Nous avions une barque en toile. Avouez que c'est un peu... À mon avis, ils ne nous attendaient pas, parce qu'ils ne s'attendaient pas à une folie pareille. Quand nous sommes arrivés là-bas, évidemment, nous sommes sautés dans les trous, il y avait quelques Allemands. On a eu des tirs, on a descendu quelques Allemands, et puis évidemment, la réplique a été immédiate. Tout le bataillon est venu du fond et nous est tombé sur le poil, comme on dit. Nous avons dû laisser 3 des nôtres qui étaient tués là-bas. Et puis alors on a embarqué les blessés. Et puis dans la barque au retour, il y a encore eu des tués. Évidemment, les Allemands continuent à tirer. La barque fait une cible magnifique. Et là, nous sommes passés à 12, nous sommes revenus à 3. Toute l'histoire. Une semaine plus tard, une trêve intervient sur le front de Hollande. Et le 8 mai, l'Allemagne terrassée capitule. La guerre est enfin finie. Mais la plupart des hommes de la brigade n'ont pas terminé leur carrière militaire. Ils formeront le noyau de l'armée belge d'après-guerre. Et ils garderont une chose en commun, l'esprit de la brigade Piron. Même pour ceux qui, comme André Delal, l'ont quitté depuis longtemps. Pour moi, d'abord, c'est un souvenir inoubliable. Bien sûr, j'avais 20 ans, donc c'est aussi le souvenir de 20 ans. Vous savez, je dirais un petit peu comme Chaban-Delmas. Il ne faut pas le dire, mais c'est la plus belle période de ma vie. Car, évidemment, il existe un esprit en temps de guerre qu'on ne trouve pas ailleurs. Solidarité, l'amitié, le sacrifice même, les uns pour les autres. Alors ça, c'est inoubliable aussi. Des qualités qu'on ne retrouve pas toujours dans le civil.